Bonjour à tous. On va commencer cette session. Euh, le but, c'est un petit peu de vous parler de comment on est passé chez un client de FTP à SFTP, ce qu'on a rencontré. C'est un petit peu un retour d'expérience et voilà, je vais vous expliquer un petit peu dans la session ce qu'on a fait, qui ne sera pas forcément applicable comme ça chez vous. Vous avez cette problématique-là. Mais disons que je pense qu'il y aura des idées quand même à récupérer. Alors, Donc déjà, Julien et moi, on est la société Gaïa. Euh, Ceux qui ne connaîtraient pas, donc Gaïa, c'est Gaïa Volutis. Donc on a la partie Volutis qui est partie vraiment formation sur l'IBNI. Et Gaïa, on fait du centre de service, on fait de la modernisation, et puis on a de l'expertise technique avec notamment Nathanaël et Pierre-Louis qui sont IBM champions. Et donc voilà, on a toutes ces panels-là, on est tous IBMI, c'est un peu notre point commun chez Gaga, et parce que dans le cadre de l'IBMI, on allait faire d'autres choses. Euh, voilà, et puis on a une petite offre qui est en partenariat avec OCSI, on a monté des centres de services un petit peu mutualisés pour permettre à des clients qui ont des besoins, des petits besoins, qui ne trouvent pas forcément de solution, pouvoir s'adapter à eux. Donc, on est vraiment des choses qui se font à la case. Chez Gaïa, c'est assez récent, enfin, ça fait depuis quelques années qu'on lance ça, mais on se met à faire des produits. Donc, des produits, c'est des micro-logiciels qui sont destinés à vraiment une fonction particulière. Là, celle qu'il y a en photo, on a développé un logiciel qui permet de voir l'écran d'un utilisateur, donc qui s'installe sur votre IDMI. Et vous pouvez voir la session 32-50, son contexte. Donc vous allez avoir accès à son putain, des choses comme ça qui permettent de le faire et de le faire sans logiciel tierce, où maintenant ça devient de plus en plus compliqué dans les sociétés d'avoir des logiciels pour aller voir les PC des autres, les admins de sécurité, et pas trop les donner aux équipes et nous, on a nos équipes de techno. Donc, c'est souvent réservé aux équipes d'admin. Donc, quand on a besoin de faire un petit peu de dépannage, comme ça, ça peut être une solution. On a un autre produit qui est pour faciliter le passage à SSO, et notamment sur le paramétrage, mais faire toutes les associations de profils, le profil réseau et puis le profil VMI. Un troisième produit qui est aussi mature maintenant, qui vous permet, qui vous facilite les développements sous Git, pardon. Le produit s'appelle Git et permet de faciliter les développements sous Git. Donc, vous continuez à développer sur votre machine, mais ça remonte sous Git. Et donc, si vous avez d'autres technos qui sont aussi sous Git, et ça permet de faire une branche commune et puis de savoir vos développements, comment faire. Et puis on a plein d'autres petits produits encore, des choses comme ça. Donc voilà, donc on se met aussi à faire un petit peu des choses comme ça, qui sont un petit peu plus côté logiciel, où on n'était pas forcément habitué. Voilà. Donc en présentation, moi Damien, ça fait depuis 7-8 ans que je suis chez Gaïa. Et Julien, qui est un petit peu notre référent sur tout ce qui est les produits, puis open source. Voilà. C'est un stagiaire troisième depuis 4 ans, là, qui est toujours chez nous et qui reste. Donc, je vais vous donner un petit peu, moi, le contexte. Je vais vous expliquer le contexte de la migration qu'on a faite. Donc, on l'a faite en début 2024. Donc, c'est une migration qui est fonctionnelle aujourd'hui chez le client, qui fonctionne bien. Hein.
Donc, je vous donne le contexte parce que c'est quand même très important sur certains choix qui ont été faits et qui ne seront pas forcément les mêmes que vous aurez à faire. Donc, c'est un grand groupe international avec plein de petites filiales. Et il y a une petite filiale à côté de chez nous sur Lyon, donc oui, un grand groupe international où ils ont une DSI monde énorme. Quand je dis énorme, c'est 40 000 personnes, la DSI. Et donc, le but, c'est que les filiales, en fait, il y ait quasiment plus d'informations sur place. Et donc, ce qui se passe là, c'est une filiale où il y avait en effet la filiale informatique. Alors, ils avaient une personne sur les BNI depuis des années qui est partie un petit peu brutalement, et donc ils sont devenus 30 personnes. Après, il y a des prestataires qui ont été là, mais pas de direction informatique, pas. Donc, c'est une industrie, donc c'est le chef de la production qui chapeautait un peu d'informatique, donc aucune stratégie, rien, ça fonctionne. Et donc, l'IT Group décide, pour des raisons de sécurité par moment, d'arrêter certains protocoles. Et donc, ils ont déjà eu l'expérience où l'IT Group avait annoncé on arrête certains protocoles, et puis ils n'ont rien fait. Et puis l'IT Group a répété, et puis au bout d'un moment, il a dit bon, dans un mois, le protocole il s'arrête. Là, donc ils ont commencé à annoncer le décommissionnement de l'FTP. Ils ont dit, moi j'étais en mission à ce moment-là chez eux, au forfait, donc ils se sont dit, il y a peut-être un petit sujet. Donc j'ai regardé, ils avaient, alors je savais qu'il y avait du FTP, hein, j'en ai forcément volé, entre 200 et 300 scripts FTP. Tous ne fonctionnaient pas. Je leur ai dit, je vais commencer par faire un état des lieux. Ils m'ont dit non, tu n'as pas de temps pour ça. Ok, bon. Donc il faudra s'occuper des 200 ou 300 scripts. J'ai regardé un petit peu les serveurs cibles. Essentiellement, ils avaient un NAS interne. Donc, en fait, ils se servaient du FTP pour récupérer des fichiers, donc base de données ou déjà dans l'IFS, pour les envoyer sur des dossiers partage par service. C'était le gros du trafic. Ils ont Euroquartz sur un serveur, donc des échanges avec Euroquartz en FTP, donc pour qui a badgé, et puis envoyer à Euroquartz pour au niveau de la production les temps que les personnes doivent travailler. Voilà, donc un certain nombre d'échanges dans la journée. Et il y avait encore donc, des travaux qui tournaient, deux serveurs qui ne pilaient même plus, donc qui chaque nuit, en fait, il y avait FTP. Alors, s'il y avait, tu pourrais peut-être faire des choses. On m'a dit, on ne sait pas trop ce que ça fait, on ne touche pas. Voilà. Après, ce qu'ils avaient, c'est des choses que j'ai déjà rencontrées dans ma carrière chez pas mal de clients. Donc, ils avaient centralisé un programme qui fait l'appel du FTP et qui se base sur deux tables. Une table avec les serveurs cibles et puis une table qui ont les scripts FTP. Donc ça, je l'ai vu quand même dans pas mal d'endroits, donc je suppose que chez pas mal d'entre vous, c'est aussi le cas. Et donc, je vais me baser sur cet existant. Ils m'ont mis comme règle, c'est que, OK pour la migration, mais on veut pouvoir faire un retour arrière à n'importe quel moment. Parce que, vu qu'ils n'ont pas d'informaticien sur place, en fait, le but, c'est que l'informatique ne doit pas faire de bruit. Donc, au premier truc, aux premières alertes, on fait des retours arrière. Donc, c'était pas en temps. On passe petit à petit et s'il n'y a pas de bruit, on laisse. S'il y a du bruit, on revient en arrière. Donc, c'est aussi un point du contexte très important qui fait que j'ai fait des choix qui ne sont pas forcément les plus judicieux si vous n'avez pas ce besoin-là. Donc voilà, et puis on a profité de la mise en place d'un WMS externe. Donc ils avaient un ERP sur l'IBMI avec le module WMS, et puis ils ont décidé de prendre un WMS du marché, donc on va externaliser ça. Et les échanges qui se font entre le serveur où il y a WMS et l'ERP, il y a forcément besoin d'échanger dans les deux sens régulièrement.
se sont faits en SFTP. Donc, on a mis ça d'abord en place, en fait, pour leur faire un POC, pour leur montrer, parce que on leur disait que ça fonctionnait bien, le SFTP. Ils ont eu besoin de ce cas. Donc, voilà pour vous donner un petit peu le contexte. Donc, on va juste revenir rapidement sur le protocole, enfin les protocoles utilisés. Et là, c'est Julien qui c'était un petit peu mon référent là-dessus, qui va vous faire cette partie-là. Alors, du coup, l'idée c'est de passer du FTP que presque tout le monde connaît à du SFTP. Le S de SFTP vient du protocole SSH. L'idée c'est d'avoir une connexion qui est sécurisée et qui ne permettra pas de récupérer autant au moment de la connexion que du transfert des données, de récupérer des informations avec un in the middle, autre chose. Donc, je vais juste rapidement vous parler, je vais pas avoir beaucoup de temps du coup, des protocoles. Donc, le premier protocole de base qui permet l'établissement de la connexion et qui est le socle du SFTP, c'est le SSH. Le SSH, c'est globalement un shell, donc il permet de transmettre des commandes de manière sécurisée. La connexion s'établit sur le port 22. Le client et le serveur négocient un protocole histoire d'avoir la possibilité de gérer différentes versions, différents encodages cryptographiques, etc. Le serveur va utiliser donc sa clé publique. Derrière, le client vérifie l'authenticité du serveur. L'idée, c'est qu'on va pouvoir stocker pour vérifier, être sûr que le serveur qu'on contacte est bien celui auquel on s'attendait à avoir une réponse chez le client. Derrière, on va créer une clé symétrique. Donc, le principe du protocole SSH, c'est de fonctionner avec un jeu de clés asymétrique qui permet d'avoir deux clés qui fonctionnent ensemble mais ne peuvent pas être reconstruites à l'aide de l'autre clé. Et derrière, pour la session, on va créer pour le coup une clé symétrique qui permet de communiquer et de s'assurer pendant la communication qu'on est bien toujours en communication avec la même machine. Derrière, on va donc authentifier l'utilisateur. Donc, ça arrive après une première phase de sécurité qui est relativement importante. Et ensuite, donc, via le SSH, on peut se connecter soit via profil mot de passe, ce qui n'est pas une bonne idée, qu'on soit bien d'accord, soit via donc une clé asymétrique, un jeu d'une clé publique et une clé privée qui permettent de se connecter sur le serveur en face et de communiquer de manière sécurisée. Le SFTP, globalement, du coup, on a vachement simplifié en se basant sur le principe du SSH, mais sur Meltor, ce qui est plutôt logique. Derrière, on a la possibilité, encore une fois, de faire une authentification en login mot de passe. Encore une fois, ce n'est pas forcément la meilleure des idées, même si des fois, on n'a pas forcément le choix. Ou alors de configurer donc, nos fameuses clés asymétriques, les publiques clés privées en SSH. Derrière, c'est tout simplement un flux SSH qui est construit pour pouvoir passer les commandes sécurisées et tout le flux est entièrement chiffré et donc par les fameuses clés symétriques dont on parlait tout à l'heure, ce qui va permettre donc de deux choses. Premièrement, sécuriser les données, on ne va pas pouvoir nous les voler relativement facilement et on va pouvoir par contre garantir derrière j'ai perdu le terme, la qualité de la donnée qui est transférée, ce qui n'est pas forcément possible, voire pas du tout possible en FTP. Donc l'intégrité des données, c'est bon, j'ai retrouvé. Derrière, on va pouvoir utiliser toutes les commandes de manipulation classiques qu'on peut retrouver en FTP pour se déplacer dans le répertoire distant qui nous est mis à disposition, aller copier des fichiers locaux vers du distant vers du distant, manipuler directement les fichiers comme dans tout protocole de communication distante dans l'ordre de la communication de fichiers. Derrière, les commandes sont relativement simples. Si on se connecte avec un utilisateur, ça donne ces commandes-là. On retrouve les commandes assez classiques qu'on connaît plus dans le monde Unix, avec le ls, pwd pour savoir où on se trouve, le cd pour se déplacer, le cd pour se déplacer localement. Et derrière, donc, les différentes commandes qui permettent de récupérer des fichiers
et derrière, la dernière commande qui permet de sortir du flux. L'idée, c'est que ici, on est vraiment sur un modèle en mode, on va dire, SSH, où on va se connecter, établir ensuite des commandes. On peut tout à fait utiliser une seule commande pour envoyer un fichier, récupérer un fichier, que soit via SFTP ou via SCP, qui est beaucoup plus simple. Je n'ai pas spécialement parlé de FTPS, j'en parlerai pas beaucoup plus, mais probablement, je vais juste vous reprendre un petit peu un tableau récapitulatif des grosses différences qu'on a entre le FTP, le SFTP ou le SCP. En termes de sécurité sur le FTP, on n'en a absolument pas. En FTPS, c'est plus ou moins une fausse sécurité, étant donné que le mode de connexion n'est pas sécurisé. On est sur du profil mot de passe. Derrière, on n'a pas la première authentification, toute la forme d'authentification et surtout de sécurisation des flux qu'on a grâce au SSH. On n'a pas en FTPS. En SFTP, on profite justement du SSH qui va sécuriser l'ensemble des communications. Donc les ports ne sont pas les mêmes nécessairement puisque les protocoles ne sont pas les mêmes. Au niveau de l'authentification possible, FTP et FTPS, c'est la même chose. On n'a pas de sécurisation dès le début de la communication. Ce qui est le cas avec le SFTP, même quand on passe en profil mot de passe, en SFTP, globalement, on est plus sécurisé que du FTP ou du FTPS. Au niveau du chiffrage, en FTP, on n'en a pas. En FTPS, on a un chiffrage via SSL, TLS, qui est relativement, on va dire, c'est pas que la qualité du chiffrage est inférieure, c'est que le moment où arrive le chiffrage est pour moi trop tard par rapport à ce qu'on veut en faire en termes de sécurité. Donc l'idée, c'est de rester vraiment sur du SFTP, de se concentrer dessus, puis c'est la technologie qui est la plus utilisée aujourd'hui pour sécuriser un transfert de fichiers. Et derrière, l'intégrité des données dont je parlais tout à l'heure, elle n'est absolument pas garantie en FTP. En FTPS, en principe, elle est garantie donc via le SSL et le TLS. En SFTP, l'entièreté du flux va être garantie via le SSH. Voilà pour la partie protocole. Je vous fais juste un petit point par rapport à la plénière, où la fin de la plénière, ça parlait open source. Et bien là, justement, bien. Dans l'open source, toute la partie SSH, c'est l'open source. Et donc, ce qui était dit tout à l'heure, c'est parce qu'on en a besoin, on y va. Donc, une fois qu'on a mis le protocole, voilà, on a mis le protocole en place entre nos deux serveurs, on a fait nos tests en ligne de commande, c'est super, on a réussi à communiquer, c'était bien. Après, là, moi, je me suis focalisé sur dire, comment on va faire dans la vie de tous les jours pour passer petit à petit ces flux-là. Et donc là, maintenant, je vais vous parler vraiment de ce qui s'est passé chez eux, et de voir un petit peu sur la partie formation. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi, ce qu'il m'avait dit, c'était une migration au fil de l'eau, coexistence FTP, SFTP, possible retour arrière possible sur un script s'il commence à y avoir du bruit. Donc, se baser au maximum sur l'existant. On ne veut pas, vu qu'il y avait 200, 300 scripts, on ne veut pas tout réécrire les scripts à la main. D'accord et donc, passer par une conversion de programme, gestion des logs. Alors, ça peut sembler bizarre de noter ça, mais sur le FTP existant, il n'avait aucune gestion de log. Il y avait des FTP qui partaient en interactif sur les sessions utilisateurs, où les utilisateurs y voyaient le script FTP passer, enfin toute la console FTP passer. Bon, là, ils m'ont dit, on va avoir besoin des logs. Alors moi, j'ai dit oui, parce que oui, on gère les logs. Mais après, je leur ai quand même dit, j'ai dit, mais pourquoi vous voulez gérer les logs alors que vous ne les gérez pas en FTP? Ils m'ont dit, parce que là, on ne connaît pas la technologie. Ok, je n'étais pas forcément très convaincu qu'ils connaissaient très bien la technologie FTP non plus. Mais bon, c'est un autre point. Et donc, on a
on dévie par rapport à la norme vraiment de SFTP, c'est-à-dire qu'on a une connexion avec un utilisateur générique euh, et pas l'utilisateur du profil de travail. Normalement, si on prend la norme à la lettre, on devrait créer des clés pour chaque profil utilisateur qui vont lancer un SFTP. Mais dans la vie de tous les jours, dans nos entreprises, s'il faut rajouter, quand on crée un profil génération de clés, quand on supprime un profil, aller supprimer des clés sur les serveurs, on sait très bien qu'on ne le fera pas, que ça sera très compliqué à gérer avec les équipes. Donc, on a quand même un petit peu cette petite divergence. Hein. Je rappelle que là, moi, dans l'existant que j'ai des travaux interactifs qui me lancent du SFTP. Hein. Je ne suis pas tout en batch. Si vous, chez vous, vous faites tout en batch, il n'y a aucun problème pour avoir un utilisateur connecté. Là, c'est un choix qui a été fait pour être sûr que ça fonctionne et qu'on ne soit pas appelé tous les 2 jours parce qu'il y a un fichier qui n'arrive pas. Donc, je vous ai noté un petit peu les différences. Alors, il n'y a pas forcément tout, mais qui, moi, en tout cas, étaient importantes. Donc déjà, les scripts. Souvent, les scripts FTP, ils sont en base de données, alors soit dans des membres sources, soit directement dans des fichiers de données. Là, on est sur du SSH, donc il va falloir que les scripts soient dans l'IFS. Donc déjà, il y a une petite différence là. Log, souvent, en FTP, quand on la gère, on le récupère aussi en base de données. Donc là aussi, fichier multimembre, ou alors c'est un monomembre qu'on sauvegarde après ailleurs. Là, pareil, ça va être dans l'IFS, le retour. En FTP, les ressources, on pouvait envoyer soit des fichiers base de données, soit des fichiers qui sont déjà dans l'IFS, en gérant le NameFMT pour dire le chemin, comment je vais nommer, et puis si je transfère du binary ou de l'ASCII. En SFTP, on va forcément être dans l'IFS, on ne va pas pouvoir transférer un fichier base de données directement. Pour la connexion, souvent c'est directement dans les scripts, dans les fichiers. Je l'ai vu quand même assez régulièrement, où il y a le login, le mot de passe qui sont en clair. Ou alors c'est rajouté dans le programme directement quand c'est du générique. Là, vu qu'on est sur un protocole SSH, on a nos clés. Dans notre script, on n'aura pas de la partie connexion parce qu'on sera déjà connecté quand on va lancer le script. Je vous ai mis ASCII et BIN qu'on a en FTP. Par défaut, le FTP, il transfère de l'ASCII, alors que en SFTP, on est dans l'IFS, on est sur du protocole SSH, donc on est en binary, forcément, et on n'a que celui-là. Donc on ne va pas pouvoir transférer des données en ASCII. Mais ce qui est cohérent avec le fait qu'on est dans l'IFS et on n'est pas dans notre système base de données. Sur les fins de script en FTP, on fait un close et un quit, oui. Et en SFTP, c'est juste un exit. C'est une petite différence, mais bon, il va falloir la gérer un petit peu. Et puis, on a un certain nombre de choses que moi, j'avais dans les scripts FTP. Vous en avez peut-être d'autres qui existent. Hein. Je n'ai pas tout mis. Mais des commandes FTP qui... alors, j'ai mis inexistantes ou qui ne sont pas tout à fait pareilles. Mais il y a le logseed. Donc, le logseed, ça peut permettre de piloter des impressions sur le serveur distant directement. Je crois que ça fait d'autres choses. Hein. J'ai pas tout, je maîtrise pas forcément cette commande-là. Il y a le syscmd. Alors ça, le syscmd, je l'ai découvert là. C'est pas avant. Ça permet. Alors, donc, je suis sur mon IBMI, je lance un FTP et le syscmd va me permettre de lancer une commande sur mon IBMI. Donc en local. OK. Vous allez voir, c'est très marrant par la suite. Donc, ce que j'ai dit, déjà, ASCII, binary, NameFMT, voilà, ça, c'est des commandes qu'on a en FTP, mais qu'on n'a pas en SFTP. Donc,
Ça, c'est pour vous dire, on a souvent tendance à dire FTP, SFTP, c'est un petit peu la même chose, juste le protocole qui change. C'est pas tout à fait vrai. Les scripts, on peut pas juste prendre un script FTP et puis le lancer comme ça et puis ça fonctionne. Il y a quand même des petites choses qui changent et qu'il va falloir gérer, d'autant plus si on est en base de données. Pardon, si on est. Pour syscommand, il y a bien une commande qui existe en message. Peut-être, mais je suis pas allé voir. Je vous expliquerai après. Ça s'appelle système. Ouais, non, peut-être. Mais moi, je suis parti du principe, si j'ai des commandes à lancer en local, je m'amuse pas à les lancer depuis mon FTP ou mon SFTP, quoi. Je les lance en local. Donc, vous allez voir après. Oui, non, mais j'entends. Alors, donc, ce que je vous disais en préambule, hein, c'est que ça, c'est la base de données que j'avais initialement, hein, donc un serveur cible avec un ID FTP, l'IP cible du serveur, un utilisateur avec un mot de passe, et puis derrière, mon script FTP avec un numéro de ligne, user. Je vous ai pas mis, mais bien sûr, il y a les commandes hein, après. Non, en fait, ouais, c'est que j'ai une erreur sur ma slide. En fait, il n'y a pas du user là ici. Voilà, j'aurais dû mettre commande ici. Je corrigerai pour quand je la mettrai en ligne. Et donc, j'ai un petit peu complexifié la chose. Donc, je me base sur l'existant. Je me suis rajouté une table de migration dans laquelle je vais dire j'ai 200-300 scripts. Donc, il y a des scripts que je ne vais pas migrer parce que ceux qui sont sur les serveurs qui ne pingent plus, je ne vais pas m'amuser à les migrer. Donc, je vais dire, bah non, eux, ils restent en FTP. Je veux, quand je m'occupe d'un script, pouvoir dire, bah ouais, je passe en SFTP. Mais si on me dit, on fait un retour arrière, eh ben, je veux dire non, bah, tu me le renvoies en FTP, que ça soit dynamique. Donc, j'ai qu'une valeur à changer ici pour dire si c'est du FTP ou du SFTP. Voilà, enfin bon, c'est une petite mécanique comme ça. J'ai certains scripts, notamment sur la mise en place du WMS, hein, je vous dis où j'ai servi qui nous a servi de POC, où j'avais du script statique. Donc là, c'est pas la peine que j'ai quelque chose en base de données que je vais convertir, que je vais mettre dans l'IFS. Donc, j'ai un répertoire dans l'IFS où j'avais mis mes scripts statiques. Donc, je fais mon script une fois, il est dans l'IFS, il y reste et j'ai qu'à l'appeler et il n'y a pas de choses à faire. Voilà, le nom du serveur. J'ai mis le nom du serveur parce que ici, on a l'IP. Mais lorsque on n'est pas forcément tout le temps dans une entreprise, l'IP, ça parle un petit peu moins que le nom réseau. Donc, j'ai préféré me rajouter, moi, le nom réseau, dont je vais me servir après. Hein, mais on est d'accord que dans les commandes, que ce soit d'ailleurs FTP, SFTP, on peut utiliser aussi bien l'IP que le nom réseau. J'ai mis une notion de debug. Que là aussi, je peux changer donc à chaud. Si vous avez un problème sur du SFTP, vous pouvez, comme dans toutes les commandes shell, rajouter du debug par le "-v" minuscule. Et puis là, on peut mettre du V, VV, du VVV. Et plus vous allez mettre de V, alors vous pouvez aller jusqu'à 3, et plus ça va être verbeux. Et ça vous fait des logs qui sont très très longues, difficilement interprétables. Et surtout qui font énormément de volume, donc pas à utiliser tout le temps. Donc l'idée, c'est de se dire, si on a un problème sur un script, on va pouvoir rajouter du debug. Si on a un problème sur tout le monde, c'est pas grave, hein, on met du debug sur un seul script et puis on a un seul log à regarder. J'ai mis aussi, si j'allais faire du SFTP ou du SCP, la différence entre les deux, le SFTP, c'est un script. Donc, je vais pouvoir enchaîner plusieurs commandes. Je vais pouvoir faire du put, du get, mput, mget. Le SCP, c'est forcément un put, juste une ressource qu'on envoie.
Voilà. On lui dit juste le fichier qu'on veut prendre, donc fichier IFS, hein, et où on va le poser en face. Et ça fait juste ça. Mais dans la plupart, enfin, dans pas mal de FTP, c'est la seule chose dont on a besoin, juste de transférer un fichier. Si vous avez besoin de transférer 3-4 fichiers, ben, vous faites un SFTP. Et voilà, donc j'avais cette différence-là. Ça, je dirais que c'était un petit peu, voilà, c'est un petit peu la cerise, voilà, pour le faire. Si vous ne voulez pas vous embêter, vous faites tout en SFTP, ça marche très bien aussi. Et puis, bien sûr, le nom de la clé. Où est-ce que la clé, elle se trouve pour pouvoir faire la connexion. J'ai mis 2 autres tables que j'ai appelées commande avant, commande après. Et donc, en fait, c'est là où je vais faire un certain nombre de choses. C'est-à-dire que tous mes 6 commandes que j'ai, eh ben, je vais les ramener là-dedans. Pour pouvoir les lancer après dans mes programmes en natif, hein, par du CMD exec, parce que je crois que je suis dans un RPG, donc en appelant les API. Et puis c'est là aussi où je vais gérer les moments où j'ai transféré un fichier base de données, donc dans l'existant, je suis sur un fichier base de données, mais moi, il va falloir qu'il soit dans l'IFS. Donc pour ça, avant de lancer mon SFTP, il va falloir que j'emmène mon fichier dans l'IFS, donc que je fasse ma copie. Et donc pour pouvoir rajouter ça, eh ben, il faut que je sache que j'ai ce transfert-là à faire. Donc l'idée, elle est là. L'idée dans les commandes après, ça va être ce que j'ai transféré dans l'IFS juste pour me permettre de faire le SFTP, je vais en faire le ménage. Donc tant qu'à faire, je le fais tout de suite là. Comme ça, on n'oublie pas. Et puis, c'était essentiellement ça. Puis après, des 6 commandes que j'avais aussi, où il y avait justement du ménage qui était fait, mais dans le FTP. Donc, de quoi on parle? Je vous ai pris un script. Je ne l'ai pas bidouillé. C'est vraiment un script qu'ils ont et qui est assez classique de ce qu'ils ont. Donc, première ligne, profil mot de passe. Hein. Il force le mode ASCII qui est par défaut, pour passer finalement en bin. Après, norme de nommage pour aller dans l'IFS, on passe le name FMT, input, donc du fichier qui est dans l'IFS vers le distant, avec, on remarque, le fichier de sortie, enfin le nom du fichier qui va être créé sur le serveur distant en paramètres. On a un étoile get. C'est pour ça que je dis que FTP, je ne suis pas sûr qu'ils connaissaient bien. Ils ont fait plein de trucs comme ça. Donc, genre, je mets en commentaire, ça n'existe pas, ça. Ce n'est pas un commentaire FTP. Quand vous lancez ça, vous avez une erreur dans votre script FTP. Ça n'empêche pas qu'il fait le reste, hein, mais vous avez une erreur. Donc, en effet, s'ils avaient géré les logs, ils auraient eu plein d'erreurs. Hein. Donc, on ne va pas revenir pourquoi c'est comme ça, voilà. Et donc, ça, j'ai eu à le gérer. Après, un syscommand justement pour aller virer le fichier de l'IFS qui est dans TMP, et puis hop, on sort. OK. Donc ça, voilà, c'était des scripts classiques que j'ai eu. Donc, le script, une fois qu'il est passé par leur programme, qu'est-ce qu'on voit? Ici, on a valorisé le nom du fichier de sortie. OK, voilà. Si je veux le faire en SFTP, voilà, je n'ai plus qu'à avoir ces 2 lignes-là. Pourquoi? Parce que, hop, profil de connexion, j'en ai pas besoin. ASCII bin, de toute façon, je suis en binary, ça n'existe pas. NameFMT, je suis dans l'IFS, donc de toute façon, ça n'existe pas. Le put, je le fais. Forcément, le étoile get, je ne le fais pas. Le syscommand, ce que je vous ai dit, c'est que moi, je vais plutôt le faire en programme plutôt que là. Hein.
Ne serait-ce que ça me permet, si j'ai un problème en remove link, de pouvoir capturer l'erreur. Et puis, j'aurais peut-être quelque chose à faire. Enfin, voilà. Et CloseKit, qui est juste transformé par un exit. Donc, je vous disais tout à l'heure, entre le script de départ et le script que je vais avoir en SFTP, il y a quand même un petit peu de job à faire. Je vous ai pris un second exemple, alors que là, par contre, j'ai bidouillé pour enlever un petit peu toutes les fioritures et se concentrer juste sur ce qu'il y a. Et donc là, c'est pour vous montrer un exemple d'un fichier base de données qu'on envoie de l'autre côté. Donc là, là, on est sur le script FTP. Donc, on est d'accord que nous, en SFTP, on va aller rechercher une ressource dans l'IFS. Donc, je m'étais créé, moi, une arborescence dans l'IFS SFTP, puis j'avais un ressource, j'avais un script statique, j'avais un script dynamique, enfin bon, un certain nombre de choses, comme ça. Donc là, et puis je vais transférer mon fichier. Mais je vais me rajouter aussi un paramétrage dans le fichier commande avant pour dire que pour ce script-là, je vais devoir transférer le qtemp wfic vers mon fichier ressource dans l'IFS. Okay. Donc, je dirais que le gros de la mécanique, en fait, c'est pas tellement la mécanique, le gros du truc, il va être là, parce qu'on a quand même beaucoup de transferts FTP qui sont depuis la base de données. Et donc, il faudra bien rajouter à chaque fois ce transfert-là dans l'IFS pour pouvoir envoyer par SFTP. Donc, concrètement, dans mes traitements, qu'est-ce que j'ai fait? Ils avaient un CL, donc avec les déclarations, et puis hop, et puis ils traitaient le FTP. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, je suis juste allé me plugger à cet endroit-là pour aller rechercher dans ma table si mon script il est migré ou pas. S'il est migré, si je l'ai traité, est-ce qu'il va bien faire du SFTP ou pas? Et s'il fait du SFTP, je vais lancer moi mon traitement de SFTP. Sinon, je vais lancer le traitement de FTP. Et donc, ce qui me permet justement, sur leur problématique de dire ils veulent la coexistence des deux, de garder cette coexistence-là et puis de permettre le retour arrière pour chaque script. Donc, je suis vraiment allé me greffer là-dessus. Si vous n'avez pas cette problématique de vouloir garder les deux en coexistence, vous faites des choses complètement séparées. C'est bien d'accord. Et puis, une fois que tout est migré, la partie FTP, on balance. Je ne vais pas venir vous expliquer le code. Je veux dire, il n'y a rien de compliqué là-dessus. Donc, ma partie pilotage, c'est je vais aller récupérer dans les infos dans ma table que j'ai appelée table migration. Si je ne trouve pas mon script dans cette table-là, ça veut dire que je ne m'en suis même pas encore occupé. Donc, on reste en FTP. Ou alors, si j'ai dit dedans, sur mon top migration, que j'ai dit, non, lui, tu ne le migres pas, et hop, on continue en FTP. Il y a un autre cas que je n'ai pas noté, c'est que je l'ai trouvé dedans, j'ai dit oui, il est migré, mais en fait, dans mon script, j'avais que du syscommand. Donc ça, j'ai dû le gérer pour dire, non, lui, OK, on ne va pas faire une connexion SFTP pour rien. Et là encore, c'est des choses, certainement historiquement, au départ, ça devait être un FTP, et puis ils ont enlevé des trucs, et puis ils ont... Et c'est que les parties syscommand. Après, j'ai une autre partie pour dire si je fais un SCP ou si j'ai un script statique, je ne vais pas avoir besoin d'avoir une conversion dynamique de mon script. Donc, je sors directement, je vais aller en SFTP et puis je vais faire. J'aurai récupéré dans ma table migration tout ce que j'ai besoin pour lancer mon script. Donc, ça se passera bien. Et puis sinon, là, je vais avoir une génération d'un script en dynamique que je vais
faire dans l'IFS par rapport au script FTP de départ. Donc, juste pour vous dire, vu qu'on pouvait avoir beaucoup de scripts, hein, j'ai essayé de faire en sorte d'avoir quelque chose qui soit unique. Donc, j'utilise un timestamp pour mon nom dans l'IFS. Je rajoute bien sûr l'ID FTP pour augmenter encore, diminuer le risque de doublon. Voilà. Donc là encore, j'avais bien séparé. Je m'étais mis un fichier, un répertoire, pardon, pour dire que c'est mes scripts dynamiques. Voilà, pour me faciliter, mais ça après, vous faites une organisation comme tout ça. Donc, là, on est vraiment sur la conversion de script. La partie, là, je suis sur un script que je vais créer. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, je me suis fait un curseur, hein, donc sur mon fichier où j'ai tout mon script FTP, et puis je vais traiter ligne par ligne, et je vais statuer si cette ligne-là, je dois la convertir, ou si je ne fais rien, et je vais lire la suivante, tout simplement. Et puis, si je dois la convertir, eh ben, ce qui va se passer. Donc, je vire la ligne où il y avait le profil mot de passe. Vu que j'avais quasiment tout, moi, sur le même serveur, c'était à chaque fois le même profil mot de passe. J'aurais pu le faire sur le numéro de ligne, de dire c'est la ligne 1 du script que je ne prends pas. Donc, à ce moment-là, j'aurais pu l'enlever directement dans mon curseur, hein, commencer directement à la ligne 2. Là, j'ai préféré justement laisser ça par rapport à ceux qui sont toujours là-bas et qui voulaient des choses. J'ai enlevé tout ce qui leur a servi à mettre en commentaire, là, ce que vous avez montré tout à l'heure, le étoile get, là, qui font des erreurs et tout ça. Donc ça, je m'en occupe pas. Si j'ai un truc comme ça, je passe à la ligne suivante. Le close, on a vu que le FTP, pour faire définir, c'est close exit, close quit. Et je veux transformer ça en exit. Donc moi, j'ai dit le close, je fais rien. Et puis, plus loin, le quit, je le transforme en exit. Et je vais m'écrire une ligne avec exit. Binary, ASCII, voilà, je fais rien. Le name FNT, je ne fais rien. Syscommand logsit, je ne fais rien. Donc, toutes ces lignes-là sont absolument ignorées. Je passe à la suivante. Ouais. Là, la première, vous avez mis. Donc là, c'est le profil mot de passe, la toute première. Ouais. Ouais. Vous avez marqué ne rien faire, mais on a dit qu'on l'avait supprimé déjà, c'est ça? Dans les fichiers en dur. Le profil mot de passe, on l'avait déjà supprimé. Non, moi, il est toujours dans mon fichier parce que si je fais un retour FTP, j'en ai besoin. C'était ça, moi, mon truc, c'est-à-dire que je ne pouvais absolument pas toucher le fichier dans lequel j'ai mes scripts FTP pour pouvoir permettre un retour. Sinon, j'aurais fait un sacré nettoyage. Hein. Donc après, ce que je fais, c'est que je vais chercher le e-commercial qui sert chez eux à déterminer que j'ai une variable derrière que je vais devoir valoriser, les noms de fichiers. Nom de fichier en entrée, nom de fichier en sortie. OK? Vous, c'est peut-être un autre caractère, hein, donc là, c'est à voir selon ce que vous avez. Donc, si j'en ai pas, au contraire, ça veut dire que c'est une ligne sans variable. Donc, là, en l'occurrence, à ce moment-là, je suis sur une ligne qui se code pareil en FTP ou en FTP. Donc, je la prends et je ne vais pas l'écrire quand même tout à fait comme ça. Parce qu'il y a 2-3 petites choses à faire, il y a quelques petites conversions. On en parle après des conversions et après, je vais aller écrire ma ligne dans le script. OK? Et puis, dans tous les autres cas, ça veut dire que là, par contre, je vais avoir des variables. Donc, soit eux, c'était file in et file out. Ouais, c'est ça. Et donc là, je suis juste sur un scan replace. Hein, on a des paramètres en entrée avec des variables qui contiennent les valeurs. Voilà, donc on est juste sur cette partie-là en scan replace. Et après, je vais avoir les conversions que j'ai notées là. Donc,
La première conversion, c'est la conversion base de données en IFS. Hein, parce que dans le cadre où on était sur une ligne d'input de ma base de données pour envoyer, moi, il faut que je mette maintenant le nom de ma ressource que j'ai copiée dans l'IFS. Okay, donc ça, c'est dans mes fichiers, dans mon fichier commande avant, où j'ai ma commande pour copier dans l'IFS. Je m'étais mis aussi des champs avec le nom du fichier base de données, avec le nom du fichier IFS correspondant. OK? Qui me permet, là, juste dans ma ligne de code, après, voilà, d'aller faire un scan replace pour aller changer ça. Et puis, j'avais une autre chose, c'est que j'avais des slash un petit peu dans tous les sens. En FTP, ça marchait. En SFTP, ça faisait des trucs un peu bizarres. Donc, voilà, je me suis mis les slash dans le même sens. Que du slash, pas d'anti-slash. Voilà, pour que ça fonctionne bien. Ouais, Julien. Regarde juste, oui. Je suis désolé, je passe un petit peu vite, mais on est un peu serré sur le temps. Vous pouvez regarder de toute façon les codes, et puis si vous avez besoin d'en discuter à un moment donné, on pourra. Pareil, j'ai aussi la conversion donc sur le site sur lequel je vais récupérer sur lequel je me connecte, je vais récupérer ou envoyer de la donnée. J'ai aussi une conversion à faire. Alors que vous n'aurez peut-être pas à faire. Moi, il se trouve que c'était un NAS avec un lecteur réseau. Donc il fallait que je me connecte, que j'aille sur le E. Sur mon NAS classique. Sur mon WMS, j'étais sur le C, 2 points. Donc là, il n'y avait pas de souci. Les premiers tests que j'avais faits sur le serveur, sur le NAS, j'ai pas réussi directement. Sur la commande SFTP, on peut choisir le répertoire où on va. Si on ne le choisit pas, en fait, on se retrouve dans le répertoire l'utilisateur de connexion. J'avais essayé d'aller sur le E, mais je n'y étais pas arrivé. Je ne dis pas que c'est pas possible, mais je n'y étais pas arrivé. Et c'était peut-être aussi des histoires de configuration locale. J'ai pas réessayé ailleurs, mais j'ai pas eu le temps de creuser à ce moment-là, parce qu'en fait, je me suis rendu compte un petit peu tard. On était un petit peu sur la mise en prod, donc j'ai décidé de le gérer dans le programme. J'étais sûr, moi, de pouvoir le gérer et d'y arriver. Okay. Donc, si vous n'avez pas ces problématiques-là, cette procédure, vous n'avez aucune raison de l'avoir. Mais l'idée, c'est la même. Hein. C'est-à-dire que je sais que si je fais un get, eh ben, c'est mon premier facteur qui va être concerné, alors que si c'est un put, c'est le second facteur. Qui va être concerné par cette conversion-là. Donc voilà, après c'est des histoires où on se récupère la bonne position. Bon, bah, c'est des jeux là-dessus. Ouais, Julien. Et après, l'écriture du script, j'ai pris un IFS write, tout simplement. Je suis dans mon programme, on utilise l'IFS. Avec la première fois où vous allez passer l'overwrite, donc c'est une variable globale que je remets. Ouais, d'ailleurs, j'aurais pu vous la mettre ici. Que je mets en replace. Et puis la deuxième fois où je vais passer, je vais être en ajout dans mon script, tout simplement. Voilà. J'ai mis un CCS ID 819 parce que j'ai trouvé dans la littérature IBM que sur ce genre d'échange, c'est ce qu'ils préconisaient. Naturellement, c'est vrai que on aurait peut-être plus enclin à aller sur l'UTF-8. Mais bon, voilà, là, je me suis collé à ce qu'il disait, donc je l'ai fait en 819 et ça fonctionnait bien, donc j'ai pas eu de raison d'aller ailleurs.
Voilà. Juste pour vous expliquer, parce que c'est vrai que avant, j'aurais pas, enfin, je n'avais jamais fait attention à ce CCS ID-là. Voilà. Ouais. Donc, là, ça y est, mon script, il est créé. Je l'ai dans l'IFS. Donc, bah, maintenant, il va falloir lancer tout ça. Donc, pour lancer tout ça, il va falloir qu'on lance dans un CL une commande shell. Donc, pour lancer une commande shell, on va avoir besoin quand même de faire un certain nombre de choses. Vous avez une première variable d'environnement, la Q multi-threaded, qu'il faut placer à oui. C'est absolument nécessaire pour pouvoir travailler en multi-thread. La connexion, rien que la connexion, quand vous êtes dans l'active job, que vous faites une connexion que vous voyez, vous avez 3 jobs qui se mettent en parallèle. Donc, si vous n'êtes pas en multi-thread, ça passera. Donc ça, on change une variable de travail. Si vous n'avez pas modifié la commande, par défaut, la portée est le job. Donc, quand vous sortez du job, vous revenez à l'état initial. Hein, donc, ça ne va pas vous casser d'autres choses derrière. OK. Il y a une variable d'environnement qui peut permettre d'avoir un message particulier de si le script se passe mal, donc d'avoir un message d'échappement. Je ne l'ai pas utilisé, moi. Là, c'est à voir comment vous voulez faire, tout simplement parce que je vais récupérer le log et je vais analyser le log de mon côté. Okay. Et enfin, il y en a une, la QSH Output, qui peut vous permettre de créer un fichier log directement. Donc là, j'aurais dû mettre yes. Enfin, c'est pas yes, il y a des valeurs pour dire le nom du fichier où il se trouve dans l'IFS. Le seul truc, c'est que quand on a fait ça, on a eu plusieurs essais et quand on allait voir ouvrir le fichier par ACS et l'IFS dans l'ACS, le fichier était illisible. Quand, en WorkLNK, il était lisible, par SQL, il était lisible, mais dans l'IFS, par ACS, le fichier est illisible. On l'a eu sur d'autres choses. C'est quelque chose qu'il faut qu'on gratte et que nous ouvre certainement un point chez IBM pour comprendre. Parce qu'on a essayé plein de choses, on a essayé de le créer déjà sur certains CSID, le fichier, et on n'a jamais réussi à avoir quelque chose de lisible. Moi, je voulais que les personnes puissent, je leur disais d'utiliser ACS et tout ça, et donc si ils ne pouvaient pas lire le log avec ACS, ils allaient me dire que mon outil était connu. Donc, je voulais avoir quelque chose de lisible. Donc, on a fait une autre méthode. Maintenant, si vous n'avez pas besoin que les gens y aillent par ACS, moi je vous conseille de mettre ici la valeur pour avoir votre log et vous n'avez pas à gérer derrière, ça marche très bien. Donc, qu'est-ce que j'ai dans mon CL? Déjà, j'ai le commande avant, donc j'ai un programme qui va me lancer toutes les commandes que j'ai mis qui doivent se passer avant, donc la copie dans l'IFS, et puis il peut y avoir d'autres par moment. Et après, selon ce que j'ai déterminé, si j'étais en SFTP ou en SCP, je vais construire ma commande shell pour pouvoir lancer ma commande. Donc, quand c'est du SFTP, voilà, j'ai mon SFTP, j'ai la valeur de debug que j'ai mis là, donc qui est reprise dans mon paramétrage, excusez-moi. Ici, le -i, c'est pour dire où je vais chercher ma clé. Donc c'est dans Home, l'utilisateur que j'utilise, .ssh, et puis le nom de la clé. Okay. Le -b, alors oui, il y a peut-être la ligne au-dessus qui est un peu plus facile à lire. Le -b,
C'est le répertoire de mon script. Oui, c'est mon script, excusez-moi. C'est là où se trouve mon script SFTP qu'on va lancer. Et puis après, eh ben, on va avoir l'utilisateur @ le serveur pour se connecter. Donc ça, c'est la façon dont on se connecte sur le FTP. Et j'ai le double chariot pour aller mettre mon fichier log. Donc là, je lui ai dit de me faire une sortie log dans un fichier et je lui ai dit le 2% et 1, ça veut dire que je veux mon script et le log. Donc avoir les deux choses, la réponse de mon log. En SCP, on est un petit peu, c'est un petit peu plus simple. Alors ça se voit pas parce qu'en fait il y a plus de lignes, mais on est un petit peu plus simple, c'est que on dit SCP, donc il y a toujours le debug ou pas. Oui, alors par contre le SCP, je lui mets forcément le -v à minima. Sinon le log, il n'y a absolument rien. Si on ne met pas de niveau de log, le SCP ne renvoie absolument rien. Donc, pour avoir quand même quelque chose à exploiter, on part, lui, à minimum à -v. Donc, pareil, le i, c'est où se trouve ma clé. Et puis après, je lui donne le fichier que je veux, excusez-moi, que je veux envoyer. Et puis, mon utilisateur @ mon serveur. Donc, voilà. Donc, je me construis dans des variables CL. C'est bien ça. Moi, ma grosse variable, ma commande, et puis je vais lancer. Ouais, je suis bien. Voilà, je lance voilà, ma commande shell avec le shell. Et derrière, eh ben, je lance mon programme où je vais analyser mon log. Et selon le retour, après, c'est à vous de voir ce que vous faites. Mais si ça s'est mal passé, que je fais un envoi de mail, est-ce que j'ai un fichier de log particulier dans lequel je stocke. Enfin bon, après, vous faites la gestion que vous voulez. Oui, Julien. On en est où autant? Plus 6. Plus 6. Bon. D'accord, ouais, variable d'environnement, vas-y. Donc, je vous ai mis là le lien vers les variables d'environnement qu'il y a sur le shell. Il y en a énormément. Donc, la multithread obligatoire. Je vous ai mis celle qu'on utilise habituellement. Voilà, mais il peut y en avoir beaucoup de choses. Vous pouvez donner un nom de travail, vous pouvez donner. Enfin, c'est énorme tout ce qu'il y a. Vas-y, Julien, on va gagner du temps là. Ouais, hop. Donc après, l'idée du log, j'ai un fichier dans l'IFS, donc je vais aller le lire par un IFS read. Et là, par contre, il faut mettre UTF-8, sinon vous n'arrivez pas à le lire. Et puis, donc, la seule chose que je veux, moi, en fait, c'est la dernière ligne. Je ne vais pas m'amuser à éplucher toutes les lignes. Donc, voilà, j'ai mis une petite astuce pour prendre le max line number et puis récupérer que la dernière ligne. Et selon ce que j'ai dans la dernière ligne, je vais déterminer si ça s'est bien passé ou si ça s'est mal passé. Mon statut final, ouais. Et donc, je vais avoir des tests différents. On va commencer par SCP, où lui, voilà, si j'ai un statut, si j'ai un exit, c'est OK, c'est que ça s'est bien passé. Sinon, c'est que ça s'est mal passé. Donc là, je ne me suis pas amusé à aller voir selon les erreurs ce qu'il y a. Là, je considère qu'on sait juste que ça s'est mal passé. Donc, il y a une personne qui va aller voir pourquoi ça s'est mal passé et ce qu'il faut faire. Sur le FTP, pareil, j'ai un statut exit qui me dit c'est OK, là, voilà, on est OK, on sort. Je vais avoir un problème de non trouvé. Un non trouvé, moi j'avais des scripts où c'était une erreur, il y avait des scripts où c'était pas une erreur. C'est-à-dire que si vous voulez récupérer un fichier que vous savez qu'il devait être là et que vous avez non trouvé, ouais, c'est une erreur. Seulement moi, j'avais un WMS où on appelait toutes les 10-15 secondes un répertoire pour faire un mget. Donc, aussi bien je peux avoir 15 fichiers, aussi bien je peux ne pas en avoir. Mais c'est juste parce qu'il n'y a personne qui a bossé en face, parce que c'est pas leur pour eux.
Donc, ce n'est pas une erreur pour moi, dans ce cadre-là. Donc, voilà. Donc là, j'ai un petit test, justement. Si c'est mon script, c'est celui-là, bah, c'est OK. Sinon, c'est une erreur. Et puis, pareil, je vais avoir des autres erreurs, c'est je peux avoir un fichier qui est tenu. Dans mon cadre de mon WMS, c'est peut-être WMS qui est en train d'écrire mon fichier. Donc, il est tenu, je m'en fous, je le récupère le coup d'après. Mais dans d'autres cadres, pour moi, c'était des erreurs parce que c'est là où il y avait des transferts sur le NAS, eh ben, NAS, c'est dossier partagé. Il y a quelqu'un qui est sur l'Excel, l'autre qui veut le rafraîchir, hop, il est ouvert. C'est une erreur. Donc voilà, après, vous aurez aussi, vous, certainement, ces petites choses à faire, voilà, selon ce qu'il y a. Donc le but, en fait, c'est, et puis là, je ne vous dis pas qu'il y a tout, mais moi, c'est ce que j'ai rencontré au moment où je l'ai rencontré. Donc là, ça a été plutôt de façon empirique, hein, sur les erreurs que j'ai eues. Voilà, et puis après, voilà, selon les... S'il y a des choses, je mettais, voilà, OK, KO, et puis là encore, je vous ai dit... Mon seul but, moi, c'est de déterminer qu'il y a un chaos et après qu'une personne aille voir pourquoi il y a chaos. On pourrait aller plus loin. Et là, je n'avais pas le temps. Voilà. À la fin de mon log, si mon retour est OK, je supprime de l'IFS. Déjà, ça m'évite d'avoir un job à côté, puis des logs, enfin, il y a un IFS qui a plein de fichiers logs pour rien. Et si ça s'est mal passé, enfin, ou si ça s'est mal ou même bien passé, hein, bien entendu, on fait un audit. Il faut aussi avoir besoin de savoir que tout s'est bien passé pour voir ce qu'on fait. Et malgré ça, on a rencontré quand même un certain nombre de problèmes. On avait, donc sur le serveur NAS, donc il y avait du FTP avec un profil qui existait, mais qui était un profil qui était dans l'AD avec des droits qui sont incompatibles avec SSH, qui est très très sensible aux droits. Il faut que pour mettre du SSH en route, l'utilisateur ait certains droits, mais pas plus. S'il a trop de droits, le protocole ne passe pas. Donc, vous devez vraiment affiner ces droits-là. Lui, il avait trop de droits. Et il y a eu une frilosité des admins réseau pour descendre les droits. Peut-être à raison, hein, attention. Hein, là, moi, je dis juste que voilà, ils ont pas voulu faire ça. Donc, bah, qu'est-ce qu'on a fait? Bon, bah, on a pris un profil spécial pour SFTP, quoi. Et donc là, ils l'ont créé en local avec les droits qu'il fallait. Donc c'est quelque chose que vous pouvez rencontrer sur des profils qui existent déjà. Sur le WMS, donc comme je vous l'ai dit, j'appelais toutes les 15 secondes et puis je faisais un mget et puis après j'allais supprimer les fichiers un par un quand je les traitais, qu'ils étaient traités, voilà. Eh ben, on se retrouvait blacklisté par moment pendant 10-15 minutes. Donc ça marchait, puis pendant 10-15 minutes, ça marchait plus, ça remarchait 10 secondes, puis 10-15 minutes, ça marchait plus. Ça, c'est un paramétrage au niveau du serveur lui-même, comme ça avait été fait. Voilà. Je ne peux pas vous dire ce qui a été fait après pour accepter la fréquence de connexion, mais sachez que voilà, un truc qui marche et puis qui ne marche pas pendant un petit temps et puis qui remarche, c'est côté serveur, il y a un blacklistage qui se fait automatiquement. Ouais, donc ce que je vous disais, c'est qu'on avait du SFTP, on lançait sous un autre profil le SFTP que le profil interactif. Il s'est trouvé que chez eux, chez nous, on ne reproduit pas ce même comportement sur notre machine à nous, mais je n'ai pas eu le temps de creuser chez eux pourquoi. Ça ne passait pas. Il a fallu que dans le répertoire de l'utilisateur en interactif, j'aille mettre dans un point SSH et la clé. Voilà. Je ne peux pas dire pourquoi. Alors, ça tombait bien. Eux, ils avaient le répertoire de l'utilisateur sur leur profil, c'était des répertoires de groupes, enfin de services. Donc, j'avais que quelques répertoires à aller faire. D'ailleurs, des répertoires qui n'existaient même pas forcément dans l'IFS.
Mais bon, ça, c'est autre chose encore. Mais sachez que voilà, nous, on l'a eu. Pourquoi, je ne sais pas. Et puis donc, ce que je vous ai dit, log invisible dans IFS. Donc, j'ai dû utiliser le double chevron pour m'en débrouiller. Je crois qu'on a fini et je suis désolé pour les questions, mais là, je pense qu'on est aux limites. N'hésitez pas à venir pendant le repas, me voir si vous avez des questions. Et voilà.